Howdy folks et bonne année à tous. D'habitude, je n'aime pas les pessimistes qui pensent que l'année écoulée était la pire de tous les temps et que la suivante sera forcément meilleure. Mais force est de constater que 2020 était une année très spéciale. Je souhaite donc à tous mes abonnés une excellente nouvelle année. Au programme, beaucoup de nouvelles choses sur la chaîne et je vais bientôt pouvoir vous annoncer quelque chose prochainement. Mais d'ici là, que pensez-vous de commencer l'année en beauté avec un sujet qui passionne, les taxes? Curieusement, vous avez été beaucoup à me demander de parler des taxes aux États-Unis, surtout comparé à la France. Je ne pensais pas que le sujet allait intéresser autant, mais bon, puisque c'est la nouvelle année, c'est aussi une nouvelle année fiscale, alors pourquoi ne pas en parler maintenant? Vous êtes sur The American Dream et regardez American Ethos, l'émission qui parle de ce qui fait l'essence de la culture américaine. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que les taxes sont l'essence de la culture américaine, bien au contraire. Il faut se rappeler que le pays a été fondé après une rébellion contre l'Angleterre et ses taxes sur les colonies d'Amérique. Historiquement, le gouvernement américain ne collectait pas beaucoup de taxes. D'ailleurs, jusqu'en 1913, il n'était pas clair comment le gouvernement fédéral pouvait taxer les revenus des citoyens et des entreprises. En effet, dans la Constitution, il est stipulé que le gouvernement ne peut pas taxer directement. C'est en réalité un peu plus complexe, mais dans les faits, ce qu'on peut retenir, c'est qu'avant le XXe siècle, le gouvernement fédéral ne taxait pas beaucoup. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance aujourd'hui, puisqu'en 1913, le Congrès ratifie le 16e amendement. Cet amendement nous dit « Le Congrès aura le pouvoir d'établir et de percevoir des impôts sur les revenus ». Bon, je vous la fais courte, parce que le 16e amendement est un peu plus compliqué que ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'avant 1913, le gouvernement fédéral avait un pouvoir de taxation beaucoup plus limité. En gros, la plupart de ses revenus à l'époque venaient de taxes d'importation et d'exportation. En 1913, la boîte de Pandore a été ouverte, et le gouvernement fédéral s'est mis à voter davantage de taxes au fur et à mesure que le gouvernement s'octroyait davantage de pouvoir. Prenait de plus en plus de responsabilités. Pour se remettre en contexte le 16e amendement, à l'époque, le commerce international commençait à se développer, et les hommes politiques de tous bords reconnaissaient qu'il fallait présenter les US comme une puissance à part entière, plutôt que quelques dizaines d'États indépendants. Nul doute que ce nouveau pouvoir de taxation donné par le 16e amendement a permis de renforcer la position des États-Unis d'Amérique comme première puissance mondiale, ainsi que d'organiser l'effort de guerre des deux guerres mondiales à venir. C'est aussi à cette époque que l'on peut regretter que les États aient perdu un peu de leur indépendance, puisqu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral, maintenant correctement financé et tout puissant, mènera la danse jusqu'à aujourd'hui. Allez, on termine avec l'histoire et on passe au concret. Paye-t-on moins de taxes aux États-Unis qu'en France? La réponse courte est oui. Énormément moins qu'en France d'ailleurs, mais bien entendu, la vraie réponse est plus compliquée que ça, donc ne vous en allez pas tout de suite. Déjà, il est difficile de comparer des pays entre eux sur les taxes. D'une part parce que ce sont pas les mêmes monnaies, ni les mêmes salaires médians, donc les tranches d'impôts ne peuvent pas être comparées comme ça. En plus, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu à prendre en compte. Pour être sérieux, il faudrait compter les impôts fonciers, et même la TVA, qui varie selon les pays et même selon les produits. Bref, je vous propose d'essayer de prendre un critère plus objectif, et il s'appelle le Tax Freedom Day, ou Jour de la libération fiscale en français. Cet indicateur a été mis en place par un homme d'affaires en Floride en 1948 et est aujourd'hui mesuré par la Tax Foundation aux États-Unis. En gros, la formule est simple. D'un côté, on additionne tout ce que le gouvernement collecte en taxes. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxes sur les profits sur les marchés financiers, TVA, tout. De l'autre côté, on additionne tout ce que le pays génère en revenus, c'est-à-dire travail, dividendes, profits sur les marchés, pensions de retraite, bref, tout le cash. On a donc d'un côté les taxes et de l'autre les revenus. Bon, bien entendu, vu que l'on additionne l'ensemble des taxes et l'ensemble des revenus de tout un pays, vous vous doutez bien que c'est une moyenne, et qu'en réalité, la proportion de ce que chacun paye en taxes va dépendre de votre cas. Mais vu qu'on applique la même méthode pour tous les pays, ça va quand même nous permettre de les comparer entre eux. Donc ensuite, une fois qu'on obtient ces deux nombres, on regarde combien de jours dans l'année il faut travailler pour payer ses impôts. Si par exemple l'ensemble des taxes correspond à 25% de tous les revenus, alors il faut travailler 3 mois de l'année pour l'État avant de travailler pour soi. Bien entendu, on le sait, nos impôts ne sont pas à payer d'un coup en début d'année, et sont souvent mensualisés, en tout cas en partie. Mais je pense que vous comprenez le principe, on cherche à savoir combien de jours dans l'année on travaille pour l'État. Maintenant, venons-en aux chiffres qui nous intéressent. En France, quand est-ce que vous pensez que se trouve le jour de la libération fiscale? Quel jour de l'année pensez-vous qu'on commence à travailler pour nous et plus pour l'État? Laissez-moi en commentaire votre conjecture, et dans 5 secondes je vous donne la réponse. Le jour de la libération fiscale en France est calculé par l'Institut économique Molinari, et pour l'année 2018 était le 27 juillet.
Oui, d'après cette formule, le français contribue 57% de son salaire en impôts. Mais bon, il n'y a pas que la France dans la vie. Sur la chaîne, vous êtes 6,2% de Belges. En Belgique, en 2018, on travaillait jusqu'au 17 juillet pour l'État, ça fait 54%. Au Canada, en 2019, c'était jusqu'au 14 juin, soit 45%. En Suisse, en 2018, c'était le 7 mai. Déjà beaucoup mieux, mais ça fait quand même 35%, plus du tiers. Enfin, vous êtes sans doute venu ici pour connaître le chiffre des États-Unis. Mais laissez donc un like sur la vidéo si vous appréciez ma méthode jusque-là. Aux États-Unis, pour l'année 2019, la Tax Foundation a calculé qu'il fallait en moyenne travailler jusqu'au 16 avril pour l'État, soit 29% de ses revenus. Oui, c'est beaucoup moins que nos autres pays, et ça reflète bien mon expérience personnelle pour avoir vécu et travaillé en France et aux États-Unis. Je vais quand même prendre une minute pour parler de quelques points, parce que je vois déjà les commentaires arriver gros comme une maison. Oui, si vous êtes satisfait de ce qui est fait avec vos impôts, alors on peut se dire que c'est pas si grave de contribuer plus. Si j'ai de belles routes, ça ne me dérange pas de payer pour. Aussi, on pourrait naïvement dire que les États-Unis ont un taux d'imposition plus bas parce qu'il y a moins de programmes sociaux qu'en Europe. Le truc, c'est que le Tax Freedom Day prend ça en compte. En effet, ce que l'on perçoit en aide sociale est compté dans la case revenus. Donc si le système de redistribution à l'européenne était si efficace, on devrait retrouver dans la case impôts ce que l'on paye pour les aides, et dans la case revenus ce que l'on reçoit pour les aides. Et finalement tout devrait s'équilibrer. Mais ce n'est pas le cas. Autre problème du Tax Freedom Day, dans la colonne impôts, on ne prend pas en compte les dépenses obligatoires qui sont obligées par l'État, mais qui ne sont pas des impôts. Par exemple, l'obligation de faire un contrôle technique sur sa voiture. Ce n'est pas une taxe, l'argent ne va pas dans la poche de l'État, mais vous êtes bien obligé de le faire si vous voulez avoir une voiture en France. Ok, maintenant qu'on a traité les points que j'imagine voir en commentaire, revenons aux États-Unis. Nous avons vu avec le Tax Freedom Day qu'un Américain payait presque 2 fois moins de taxes qu'un Français. Aux États-Unis, vous vous doutez bien qu'il y a des taxes fédérales mais aussi des taxes locales, par État, par comté et même parfois par ville. C'est donc une vraie galère. D'ailleurs, tous les États ne se valent pas en termes de taxes pour cette raison. Là encore, la Tax Foundation fait son travail et voici la carte des jours de la libération fiscale en fonction des États. Vous voyez qu'il y a parfois une forte différence entre chaque État. Un New-Yorkais va travailler jusqu'au 5 mai pour l'État, alors qu'un Texan seulement jusqu'au 5 avril. Un mois de salaire en plus dans la poche. La TVA varie aussi par État. Là aussi, ça varie par État, mais aussi par comté et par ville. Regardez, je vais vous montrer. Là, ici, on est sur le site d'Apple. Et on va faire mine d'acheter un iPad. Et on va voir que la TVA est différente en fonction des villes. Donc si on y va et qu'on regarde le code postal, ici, j'ai une taxe de 49,78 $. Si je mets le code postal de la ville d'à côté, donc c'est le même État, c'est le même comté, c'est juste la ville qui est différente. Là, cette fois-ci, la taxe est de 46,42 $. Donc on voit bien que les taxes sont différentes. D'ailleurs, petit conseil, tous les prix affichés aux États-Unis, à part l'essence, vont être affichés hors taxe, donc faites bien attention à la taxe locale qui s'applique. Vous voyez bien que ça va être difficile de vous donner un chiffre pour la TVA aux US. Mais sachez que quel que soit l'endroit, elle sera presque toujours en dessous de 10%, donc quand même 2 fois moins qu'en France. Il existe certains États sans TVA. Il s'agit de l'Oregon, du Delaware, du Montana et du New Hampshire. L'Alaska n'a pas de TVA au niveau de l'État, mais certaines villes en imposent quand même. Oui, on peut économiser de l'argent dans ces États sans TVA. Par exemple, moi, quand j'ai remplacé mon téléphone et mon ordinateur, j'ai profité d'un voyage dans l'Oregon pour faire un peu d'optimisation fiscale. Pour revenir aux taxes en général, les Américains ne sont pas tous logés à la même enseigne suivant où ils habitent, les États démocrates ayant tendance à avoir des impôts plus élevés. D'ailleurs, si l'on regarde au niveau national, le président a tendance à influencer le Tax Freedom Day. Regardez comment lorsqu'un président républicain est au pouvoir, les taxes diminuent. Aux US, les impôts sont à déclarer à partir de février et avant le 15 avril. Ce jour est appelé le Tax Day. Certaines entreprises organisent un prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, mais c'est pas systématique. Il y a cependant une exception qui va concerner les expatriés, donc écoutez bien. Aux États-Unis, si vous êtes étranger avec un visa de travail, votre employeur doit retenir autour de 25% de votre salaire pour les impôts. Je pense qu'ils ont déjà eu trop de cas de gens qui venaient en formation pendant 1 an et qui se barraient dans leur pays sans dire au revoir au fisc. Donc maintenant, c'est mise de côté obligatoire de l'impôt sur le revenu par l'employeur. Bien entendu, si trop d'argent ont été mis de côté, alors le gouvernement va vous rembourser. On appelle ça un tax refund. Et beaucoup de familles américaines en bénéficient parce que souvent les impôts sont mensualisés mais les déductions possibles sont-elles comptées uniquement en fin d'année. Le trop versé est donc redonné sous forme de chèque salutaire autour d'avril. D'ailleurs, beaucoup de magasins en profitent pour faire des réductions à ce moment-là, afin d'inciter les gens à dépenser leur tax refund. Il y aurait plein de choses à dire sur les autres taxes comme l'impôt foncier, l'impôt sur les sociétés et les charges patronales.
Cependant, je souhaite que la vidéo reste une introduction plutôt qu'une vidéo qui se prétende complète. Vous le voyez avec le Tax Freedom Day que les États-Unis sont très généreux en termes d'impôts. Vous le voyez aussi sur la carte de la Tax Foundation, tous les États ne sont pas logés à la même enseigne. Renseignez-vous bien si vous voulez vous expatrier aux États-Unis. Certes, aux US, il y a moins de taxes, et un tiers des foyers déclarent un revenu annuel à 6 chiffres. Ça fait beaucoup de pouvoir d'achat, mais c'est à contraster avec un système de retraite par capitalisation que chaque individu doit gérer, mais aussi à contraster avec les frais d'école supérieure des enfants qui peuvent vite ressembler à des prix d'école privée en France. Inscrivez-vous parce qu'on va reparler de ça très vite. Je serai d'ailleurs ravi de répondre à vos questions en commentaire ou sur le Discord The American Dream, lien en description. Ce sera même d'ailleurs plus facile de rentrer dans les détails. J'espère que cette petite introduction sur les taxes aux États-Unis vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like avant de partir et inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.